Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Montée d'eau sur le fleuve, le bassin béninois du fleuve Niger. Le gouvernement donne l'alerte. Un point de presse est organisé pour sensibiliser la population sur le comportement à adopter pour éviter le pire. Des pèlerins béninois laissés sur le carreau, ils sont nombreux à ne pas pouvoir effectuer le voyage sur l'Arabie Saoudite. Vous en saurez davantage sur cette situation dans ce journal. Vers le relèvement du SMIC au Bénin, la première session du Comité national de travail s'est ouverte à ce sujet. Au cœur des échanges, la question de la hiérarchisation des salaires. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Parlons de cette alerte rouge au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. S'est tenu un point de presse sur l'alerte rouge déclenchée dans le bassin du fleuve Niger à hauteur de Malanville et Karimama dans le nord Bénin. L'objectif est de sensibiliser la population sur le comportement à adopter pour éviter la catastrophe. Regardez. Quelle conduite adopter face à la montée des eaux dans le bassin béninois du fleuve Niger? Les autorités béninoises s'en préoccupent au regard de l'alerte rouge déclenchée par le système d'alerte précoce au Bénin, SAP Bénin. J'invite les populations de ces communes à prendre toutes les mesures appropriées afin d'éviter tout drame. De commencer à s'éloigner des berges du fleuve, à protéger les animaux, à protéger les cultures qu'on peut encore sauver. Cette démarche répond à la mise en œuvre du plan cadre signé entre le Bénin et le Programme des Nations Unies pour le développement. L'initiative de ce matin nous apparaît très opportune et importante car nous devons anticiper sur les risques et nous prémunir donc de la fatalité en avertissant les communautés riveraines et en nous tenant tous prêts à intervenir et venir donc à leur secours en de pareilles circonstances. Des mesures de précaution que les points focaux des départements et des communes doivent prendre rapidement afin d'éviter le pire, d'autant que cette alerte rouge concorde avec les prévisions de cumul pluviométrique de l'agence météo du Bénin. Excusez la qualité sonore de cet élément. Ouverture ce matin à Cotonou d'un séminaire sur la question des ressources, la gestion des ressources de sécurité en Afrique de l'Ouest, une initiative du Centre américain d'études stratégiques en Afrique visant à promouvoir une professionnalisation du secteur de la sécurité dans l'espace CEDEAO à travers des relations civilo-militaires. Clotaire Weko et Alexis Sebemon. La gestion efficiente des ressources du secteur de la sécurité disponible sur notre continent appelle aujourd'hui à définir des stratégies claires incluant un engagement éducatif et expérientiel basé sur les cas propres aux pays concernés. Le mode de gestion fiable des menaces sécuritaires, le mode de financement, les facteurs géopolitiques et le caractère transnational et multinational des menaces sécuritaires dans l'espace CEDEAO sont autant de son intérêt à scruter la faveur de ce séminaire sur la gestion des ressources de sécurité en Afrique de l'Ouest. Améliorer la capacité parmi les décideurs, civils et militaires, de l'Afrique responsable de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des budgets affectés au secteur de la sécurité. Ensuite, promouvoir l'adoption de pratiques exemplaires pour la gestion des ressources à la sécurité dans toute l'Afrique, accompagnées d'un contrôle interne démocratique efficace. Identifier les lacunes principales au niveau des politiques, des institutions et des capacités. Stimuler un mode de pensée novateur dans les domaines d'élaboration des politiques, d'efficacité des processus et de recherche pratique. Enfin, clarifier le débat politique relatif à l'allocation et à l'utilisation des ressources nationales. Comment gérer les ressources de sécurité, surtout dans une ambiance où on n'a pas
ou un manque de ressources, qu'est-ce que vous pouvez faire pour maximaliser, pour concrétiser les ressources afin de faire face à tous les défis? Le gouvernement des États-Unis d'Amérique veut, à travers le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique, à l'initiative de cette rencontre, soutenir la professionnalisation du secteur de la sécurité de l'Afrique en synergie d'action avec les pays membres de la CEDEAO. La promotion des relations civilo-militaires, telle indiquée dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, occupe une place de choix dans ce séminaire. Et cette décision salutaire en vue de promouvoir le tourisme africain de la coopération sud-sud, le président béninois Patrice Talon, en visite au Rwanda, a annoncé la suppression du visa béninois. Suite à cette décision, Dean Bouraïma, président du consortium touriste par millions au Bénin, exprime sa satisfaction. Suivez un extrait de sa déclaration au micro de Wenceslas Sawaimon et de Pierre Etalé. La suppression de la formalité de visa ne signifie nullement qu'une fois à nos frontières, les formalités élémentaires d'enregistrement de nature à permettre plus tard de suivre et d'identifier très rapidement d'éventuels dérapages de la part de ces touristes ne seront pas accomplies par l'État béninois. Cette décision de l'État béninois va indiscutablement susciter des investissements massifs dans le secteur touristique pour conforter les avantages liés à la décision qui vient d'être prise par l'État béninois. Nous suggérons les actions ci-après. Prendre des mesures en vue d'améliorer les conditions générales d'accueil et la réduction des taxes sur les billets d'avion. Appliquer un tarif à l'énergie électrique aux hôtels, qui sont aussi des industries, mais qui ne bénéficient pas de la tarification faite aux industries pures. Appliquer la directive de l'UEMOA, qui recommande une TVA de 5 à 10% au maximum au secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Le consortium Tourisme par million au Bénin exprime son entière disponibilité à jouer sa partition en vue de permettre à l'État béninois d'optimiser les potentialités touristiques. Et cette interrogation, comment améliorer la gestion des ressources, des recours, des requérants par le médiateur de la République? La question est au cœur d'un séminaire qui a ouvert ses travaux ce mardi à Ouida. Il s'agissait pour le médiateur de la République ainsi que pour les directions et services sous sa tutelle de passer au crible le système intégré de gestion des réclamations des recours, tant il est vrai qu'il était temps de procéder à une évaluation. Ce système consiste à établir la façon la plus efficiente avec laquelle les collaborateurs du médiateur traitent les réclamations, en passant par les conditions de recevabilité, les conditions de forme et les conditions de fond, le traitement proprement dit et enfin le suivi des recours. Ça peut être des recours qui concernent des différents liés au foncier, ça peut être des recours concernant des différents liés à la carrière des agents, ça peut être des recours concernant des différents liés aux affaires sociales, ça peut être des recours concernant des différents liés aux prestations non payés par l'État ou par les collectivités locales. Cela peut être aussi des recours concernant des questions de lenteur administrative. Pour le médiateur de la République, ce séminaire d'évaluation qui a le mérite d'associer les experts en la matière à ce diagnostic est le bienvenu. Il est encore plus juste et normal que nous sachions et que nous apprenions à prendre des pauses pour examiner si nous avançons vraiment et réellement. Des réflexions entre experts et utilisateurs des instruments mis entre nos mains sont nécessaires en ces circonstances, car tout change, tout se meut et tout est en mouvement. Sont exclus comme recours des compétences du médiateur de la République ceux relatifs aux différents opposants, les personnes physiques ou morales privées, les dossiers entre l'administration publique et ses agents directs, ainsi que les dossiers pendants devant la justice.
Première session ordinaire du Conseil national du travail de l'année 2016. Les travaux se sont ouverts ce matin au cœur des échanges. La question de l'hiérarchisation des salaires minima au Bénin, le point de l'ouverture des assises avec Uvaïs Balogun et Gilles Akoeko. Le décret portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG au cœur des travaux de cette première session du Conseil national du travail de l'année 2016. Durant 4 jours, les différents acteurs auront à réfléchir sur la mise en application rigoureuse des décisions relatives au relèvement du SMIG et à la hiérarchisation des salaires au Bénin. La plupart du temps, lorsque le gouvernement décide, sous la pression des syndicats, du relèvement du SMIG et de la hiérarchisation des salaires, certains employeurs de mauvaise foi ne les appliquent pas alors que nous sommes censés être dans un état de droit où la rigueur des tests doit pouvoir s'imposer à chacun et à tous. Cette situation pénalise les travailleurs qui ne jouissent pas de leur droit salarial. Cela en raison de l'absence de référentiel subséquent pour asseoir une politique salariale conséquente. Nul doute que l'importance que revêt la reprise des discussions relatives à la hiérarchisation des salaires n'est plus à démontrer, car son aboutissement, j'en suis convaincu, impactera positivement l'environnement socio-économique de toute la nation. Quant à la concrétisation de la hiérarchisation des salaires minima, je voudrais compter sur le patronat afin que cela devienne une réalité. Je suis persuadé que vous êtes tous conscients de l'importance du rôle qui vous est dévolu et que vous ne ménagerez aucun effort à la recherche de solutions idoines aux problèmes auxquels les travailleurs de nos villes et campagnes sont confrontés. Au terme de ces travaux, c'est l'arsenal juridique du Bénin sur le plan social qui se verra ainsi renforcé pour le bonheur des travailleurs. Éducation. L'école béninoise est à la croisée des chemins. Les derniers résultats des examens ont fini par confirmer la vulnérabilité du système éducatif béninois. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin a organisé ce matin un forum à la Bourse du Travail afin de proposer des solutions aux problèmes de l'école béninoise. Nous vous proposons d'écouter Paul Issaïko, il est le secrétaire général de la CSTB. L'école est descendue dans l'abîme et est dans un coma profond. Et cela se traduit par les résultats scolaires qui sont catastrophiques. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, qui a passé, je rappelle, en 2004, près d'1 an à lutter contre les nouveaux programmes, se sent responsable des différents problèmes qui se posent et qui méritent défense. Nous avons demandé à ce que, nous avons proposé que on regarde l'école à l'enseignement primaire. Quels sont les intrants? D'abord, il y a les programmes. Comment le programme est introduit? Quel est ce programme même? Comment est-ce qu'il évolue depuis plus de 10 ans? Deuxièmement, les enseignants, les apprenants, comment ils sont traités? Comment ils évoluent et quelle est la situation, leur situation sociale? Ensuite, nous avons demandé qu'on effectue ces réflexions-là en regardant les infrastructures scolaires et universitaires. Et nous réfléchirons aussi au problème de LMD. Réhabilitation du syndicat de UBA Bénin, United Bank for Africa, ce samedi à Cotonou. C'est à l'occasion d'un congrès ordinaire organisé par le personnel à son siège. Corinne Diogo, Cécile Ondé pour le point. Les agents de UBA Bénin vont officiellement installer à nouveau leur bureau syndical. C'est une séance qui nous permet de renouer avec notre cellule syndicale, au fait qui existait. Et cette cellule syndicale, il y a 6 ans déjà, en 2010, a été presque dissous du fait du départ de la plupart des membres qui la constituaient. Donc aujourd'hui, l'occasion nous a permis de remettre en vie, de relever de ses cendres cette cellule syndicale. Des responsables syndicaux présents à cette cérémonie saisissent cette occasion pour prodiguer quelques conseils. Il faut éviter des comportements, comme je l'ai dit, agressifs. Même si on vous agresse, parce qu'aucun patron ne voit d'un bon oeil un syndicat. Mais votre comportement pourrait faire changer
l'attitude des uns et des autres et avoir un chronogramme précis par rapport à vos revendications qui doivent être présentées dans les formes de respect des normes syndicales. À l'analyse, je puis vous dire que vous disposez d'un potentiel extraordinaire pour réussir une gestion efficiente de la protection de vos militants contre toute forme d'abus et de menaces. Un syndicat dans une entreprise constitue un gage certain pour une bonne participation et un bon accompagnement aux côtés de l'administration dans le cadre de la bonne gouvernance. Au terme de cette rencontre, 13 membres seront retenus par vote. Pour un mandat de 4 ans, ils vont défendre les intérêts collectifs du personnel et œuvrer pour le développement de UBA Bénin. On parle du Hajj 2016. Cette année encore, les conditions de voyage sur la Mecque révèlent de nombreux dysfonctionnements. Des pèlerins venus donc de plusieurs départements du pays n'ont pu effectuer le voyage sur l'Arabie Saoudite. Robert Adé est allé faire le constat cet après-midi à la mosquée centrale de Zongo. Suivez son reportage. S'il ne fait pas attention, on l'a laissé d'abord à Dieu et on va encore lui régler sur la terre. Inch'Allah. Ces pèlerins sont fâchés. Ceux-ci retranchés à l'intérieur de la mosquée s'en remettent à la volonté d'Allah. Les plus optimistes croient toujours au miracle. Le dernier vol sur l'Arabie Saoudite vient de partir. Cette année, nous sommes arrivés, les nouveaux payants qui ont payé dans Machallah, ils les ont pris pour les amener, nous les 14 là. Nous sommes revenus encore, ils nous ont dit qu'ils vont nous amener à Lagos. Ils nous ont pris pour amener à Lagos encore. On a complété 300 000. Nous ne sommes pas encore partis, nous ont ramené ce soir. On a trop souffert ici. J'ai passé la nuit à la Belle Étoile hier à l'aéroport. Selon le Conseil national de coordination du Hajj 2016, le quota attribué cette année à l'État béninois est largement atteint. Les pèlerins laissés au sol devraient s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il y a des pèlerins qui n'ont pas pu obtenir le visa. Il y a des groupes qui n'ont pas pu obtenir le visa parce qu'il y en a qui n'ont pas fini les formalités qu'il faut pour permettre aux Saoudiens de leur donner le visa. Et s'il y a eu un peu ce retard-là, c'est parce que le contrat a accusé un peu de retard à la signature. Si bien que les Saoudiens n'ont pas vite commencé le transport des pèlerins, WSR aussi qui devait commencer un lundi a dû commencer un mardi. Nous sommes en train de demander, puisqu'il semble que c'est demain à 0h que sera la fermeture, nous sommes en train de voir comment nous pouvons nous arranger au niveau des vols réguliers vers le Nigeria pour voir comment est-ce qu'on pouvait les prendre. Sur la cour de la mosquée, les conditions d'hygiène laissent déjà à désirer. Elles se compliquent avec les dernières pluies. Et on parle toujours religion. L'Église catholique vient d'enregistrer une nouvelle sainte, Mère Teresa de Calcutta, béatifiée le 19 octobre 2003, canonisée dimanche 4 septembre dernier à Rome par le pape François. Retour sur les traits spirituels de cette sainte avec Dieudonné Awimola. Mère Teresa, la religieuse au sari blanc bordé de bleu, une icône mondiale de l'engagement en faveur des plus déshérités. Église Saint-Rita de Cotonou. Ici, les sœurs missionnaires du Bénin saluent sa canonisation par une action de grâce. Et désormais, nous pouvons donc l'invoquer, puisque le pape nous a dit tout à l'heure, je la donne au monde, afin que le monde imite ce qu'elle a fait pour participer de cette sainteté de Dieu. Nous sommes contentes. Elle est venue de Sainte. Mais pour nous aussi, ça c'est une grande joie. Nous aussi, on rendait la grâce à Dieu pour sa vie. En cette année de miséricorde, l'Église voit en elle un témoin de la miséricorde et de la compassion. Priez pour elle et demander la grâce de nous dévouer nous aussi au profit des plus pauvres. Les pauvres, il y en a partout et il y en aura toujours.
Alors ouvrons nos cœurs, déracinons de nos cœurs l'indifférence à la misère des autres. Et autant que nous le pouvons, dévouons nos services des plus pauvres que nous. Et nous sommes sûrs de servir Dieu en ce faisant. La charité que Mère Teresa a vécue est chose possible. Au dernier jour, nous serons jugés sur l'amour, sur la charité. Née le 10 août 1910 dans une famille albanaise, Mère Teresa a reçu plusieurs récompenses. Le prix Nobel du pape Jean XXIII en 1971 et le prix Nobel de la paix en 1979. Fondatrice de la Congrégation des Sœurs missionnaires de la Charité, elle a consacré sa vie aux pauvres, aux malades et aux laissés pour compte. 19 ans après sa mort, Sainte Teresa reste toujours vivante au cœur de l'Église. On finit par ce magazine. Le Conseil des ministres en sa séance du 27 juillet a redessiné la carte universitaire du Bénin à l'annonce de la nouvelle carte par le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki. Une guerre de soutien et de désapprobation s'est déclenchée à travers le pays. La représentation nationale a même failli voter contre la ratification de 2 accords de financement au profit des universités de Kétou et d'Abomey-Calavi. Quelles sont les causes profondes de cette polémique sur la nouvelle carte universitaire? La rédaction a mené une enquête à travers le pays. Ramatou Lawani, Emmanuel Sebon. 2 universités pluridisciplinaires et 2 autres thématiques. Le Conseil des ministres a redessiné la carte universitaire pour rationaliser les dépenses et garantir l'efficacité de la formation. Dans les milieux politiques, universitaires et dans la société civile, des voix se font entendre pour contester déjà cette décision, au nombre desquelles celle du professeur Laleye, directeur de l'école doctorale de la faculté des sciences agronomiques. On voulait en faire une université bilingue. Donc, Kétou est proche du Nigeria. Et il y a aussi le fait que le sol de Kétou est prédisposé à plusieurs cultures, ce qui nous arrange beaucoup. La nouvelle carte, en effet, a prévu que Kétou ne soit plus une université à part entière. Elle sera plutôt rattachée à Porto-Novo. L'actuelle faculté est confinée sur un espace de 5 hectares. À Kétou, l'université s'étendra sur 20 hectares et une réserve de 1000 hectares à Idigny. L'administration ne fera que faire de va-et-vient tout le temps. Porto-Novo, Kétou, Sakété, et puis c'est irréalisable, ce n'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas bon. L'université de Kétou, qui compte 1000 apprenants, manque d'infrastructures. La situation est en train d'être corrigée avec l'appui de l'Arabie Saoudite qui finance la construction sur ce site de l'université d'agriculture de Kétou. Placide Ogbe est celui qui a convaincu ses parents de donner 20 hectares à l'université. Avant qu'un gouvernement ne prenne la décision, il faut qu'il aille voir et toucher du doigt. Rencontrer si ça là pour voir à quel niveau ils en sont. Ils vont aller cultiver sous l'eau à Porto-Novo. Dans un communiqué en date du 24 août, le conseil communal de Kétou s'est engagé à mener le combat pour que l'université soit maintenue et que Porto-Novo, au lieu d'être une thématique, soit pluridisciplinaire. En ce moment, Porto assure la tutelle de l'INGEPS, l'ENS, la faculté de médecine, l'Institut de mathématiques et de la Flash. Je proposerai simplement qu'on confirme la vocation universitaire de Porto-Novo sur le bassin pédagogique qui existe déjà actuellement et qui constitue de grandes écoles dont j'ai déjà parlé, donc, et que l'université d'agriculture de Kétou soit maintenue, de sorte que, au bout du compte, le gouvernement atteint son objectif de rationalisation de la carte universitaire avec 5 universités au total, ce qui n'est pas trop. Porto-Novo, la capitale, s'est toujours dite victime d'injustice historique. Ce sentiment s'est développé un peu plus depuis l'annonce de la nouvelle carte universitaire. Porto-Novo est la seule capitale d'un pays au monde qui n'est pas son université. Je trouve ça injuste. C'est une injustice historique qui a été corrigée par un régime que j'ai combattu. Et dommage qu'aujourd'hui, je suis obligé de prendre une position contraire à un régime que j'ai voulu en place. Non loin de Kétou et Porto-Novo, Abomey, la cité historique, abritera également une université thématique des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ici, cette nouvelle est accueillie favorablement. Avec le régime défunt, nous étions allés jusqu'à 22 centres universitaires.
de notre point de vue, il n'y avait pas eu une réflexion prospective derrière toutes ces actions-là. C'était purement abus électoraliste. Moi, je suis allé surprendre un de mes anciens amis, professeur qui était en train de donner des cours dans une maison des jeunes à Savais. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il vaut mieux qu'on soit réaliste. L'université d'Abomey se développe en termes d'infrastructure. Le bâtiment en construction permettra d'accueillir 500 étudiants. Point de contestation également dans la cité des Kobourou, en tout cas pas du côté du rectorat. 15 ans déjà que l'université existe. Elle compte pas moins de 20 000 étudiants, mais manque cruellement de moyens pour fonctionner. Depuis 15 ans, nous sommes toujours sur le même site. Baka, 0, Tourou, 0. Donc nous sommes coincés là. On n'a pas assez d'enseignants. Donc il y a un déficit en enseignants, déficit en infrastructure pédagogique. Il n'y a pas de labo. Vous voulez former quoi dans ces conditions? C'est plutôt le syndicat de l'université de Parakou qui s'oppose à la nouvelle carte universitaire. Pour le CECUP, syndicat des enseignants et chercheurs de l'université de Parakou, la démarche du gouvernement n'est pas inclusive. Je suis en droit de me poser des questions par rapport, par exemple, à l'étude, n'est-ce pas, technique, qui permet, par exemple, de prendre des entités de Natitengou, de Porte-Novo et de les amener à Abomey. À Natitengou, la décision fâche également. Il y a quelques jours, le conseil communal, les sages et les jeunes sont montés au créneau pour dire non à la suppression de l'université de Natitengou. Si un problème d'infrastructure se pose, le gouvernement devrait, voyez-vous, activer ces différents accords de financement pour construire les infrastructures, pour que dans une échéance à moyen et long terme, qu'on puisse résolver totalement la question des infrastructures. Un groupe d'étudiants de la FAST a quitté Natitengou pour aller faire une déclaration de soutien de la carte universitaire à Djougou. Certains parmi eux, rencontrés à Nati, crient à la manipulation. Avec les camarades, on était tous d'accord pour dire non à la nouvelle carte. Mais on est parti bizarrement, on trouve que c'est autre chose. Ils ont fait une déclaration qui était contre ce qu'on a fait à la radio Nanto ici. Donc franchement, je vais contre parce que je ne suis pas du tout d'accord parce qu'ils ont été contre ce qu'on a été ici, on a fait ici. Le débat sur la nouvelle carte universitaire, s'il est vrai qu'il tient compte de paramètres pédagogiques, a également des ramifications politiques. Les idées sur la question s'entremêlent et s'entrechoquent. L'atelier promis par le ministre Odile Atalasso est sans doute une belle porte de sortie. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 21h le magazine Soirée Sport et à 22h un entretien sur le thème érosion côtière. Quel impact sur la population? Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h30 avec Jérôme Humbo. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB www.ortb.bj. Merci de votre fidélité et à très bientôt.